Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des lieux d'histoire de Jeanne. Petite vanne par rapport à ce qu'on m'a dit hier que j'allais faire mon Stéphane Bern aujourd'hui. Et donc oui, ce nouveau numéro, je vous accueille aujourd'hui en haut de la colline de Montpensier. Montpensier, je précise, je suis à côté de Aigueperse, dans le Puy-de-Dôme, un peu au-dessus au nord de Clermont-Ferrand et au nord-est de Rion sur la route vers Vichy. Voilà pour la petite précision géographique. Pourquoi ce lieu? Un lieu intéressant parce que, comme vous pouvez le voir, et puis de toute façon j'ai fait un magnifique photo panoramique avec la petite table d'orientation ici. Hop là, voilà. Pourquoi ce lieu? Tout d'abord, c'était l'emplacement d'un ancien château fort fondé au 9e siècle. Et malheureusement détruit, puisque là je suis au sommet de la butte, il n'y a plus rien, il ne reste plus que la butte, et donc un château fort qui a été remanié à la Renaissance par les seigneurs, qui était passé sous dans les biens de Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII. Et du fait comment dire, des dangers que représentait ce château par rapport aussi aux diverses manigances, aux complots auxquels participait aussi Gaston d'Orléans, et ce château a été rasé par Louis XIII en 1633. Il ne reste donc malheureusement plus rien. Et donc, autre élément intéressant qui fait aussi que je voulais absolument venir ici, c'est parce que en 1226, il y a eu un événement historique, on va dire important quand même, parce que bon, c'est quand même pas rien. C'est la mort du roi Louis VIII, Louis VIII le Lion. Alors, c'est un roi très, très méconnu, et pourtant qui vaut le détour. Pourquoi? Parce que Louis VIII, pour le situer, on est au XIIIe siècle. Il est né en 1187. Il est le fils de Philippe Auguste et le père de Saint-Louis, Louis IX. Bon, déjà, c'est pas rien. Il est plus connu pour être le fils d'eux et le père d'eux, mais bon. Mais mine de rien, il faut aussi le remarquer parce que son histoire est particulièrement intéressante. Elle commence tout d'abord en 1214. À l'époque, cette année-là, donc une coalition européenne, sous l'égide du roi d'Angleterre Jean sans Terre, donc une coalition se forme et elle réunit avec elle donc le comte de Flandre aussi, qui normalement le comté de Flandre fait partie du royaume de France, mais aussi l'empereur du Saint-Empire romain germanique, ce qui fait de cette coalition une coalition très importante, très dangereuse aussi, qui fait que Philippe Auguste à l'époque fait appel à l'hoste royal, donc le banc de ses seigneurs, mais aussi de ses vassaux, mais aussi du coup les communes. Donc les communes, c'est les villes libres, on va dire, qui possèdent une charte qui font que ces villes ne dépendent plus d'un seigneur, mais directement du roi. Voilà, c'est des villes qui sont directement vassales du roi de France. Donc, il y a cette coalition, Philippe Auguste qui fait appel au banc, sauf que la stratégie de cette coalition, c'est d'attaquer le roi de France de deux côtés. Jean sans Terre, hop, passe par l'Aquitaine, arrive par l'Aquitaine, donc le sud-ouest. Donc parce que à l'époque, les Plantagenets, donc Jean sans Terre, qui est un roi d'Angleterre plantagenet, la dynastie des Plantagenets, possède encore des territoires en Aquitaine, ce qui lui reste de sa mère, Aliénor d'Aquitaine. Sachant que il venait de perdre
la Normandie, entre autres, conquise par Philippe Auguste. La raison pour laquelle voilà, il a intrigué pour avoir cette coalition-là. Et d'autre côté, hop, par le nord, le comte de Flandre et l'empereur du Saint-Empire qui arrive aussi. Donc que fait le roi de France, Philippe Auguste? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il décide? Ben, de concert avec son fils Louis, il décide d'abord d'attaquer Jean sans Terre et ensuite de faire front, d'agir sur les deux fronts. Et donc contre Jean sans Terre, c'est donc le prince Louis, donc le futur Louis VIII, qui est envoyé. Et de l'autre côté, donc Philippe Auguste qui s'en va progressivement affronter l'empereur du Saint-Empire et notamment donc du coup le comte des Flandres. Et donc Louis VIII, enfin le futur Louis VIII, bat Jean sans Terre à la bataille de La Roche-aux-Moines. Donc on est dans le sud-ouest, je crois que c'est entre Poitiers et Tours par là, dans ces environs-là. Et ensuite, hop, il va se dépêcher pour essayer de rejoindre son père, pour le soutenir également par la suite, parce que il va y avoir donc la fameuse bataille en 1214, 27 juillet 1214, la bataille de Bouvines, que Philippe Auguste remporte sur le reste de l'armée coalisée. C'était vraiment un morceau d'histoire important de notre pays, du Royaume de France. Et donc ça déjà c'est le premier fait. L'année suivante, ce qui se passe, révolte en Angleterre contre Jean sans Terre, et donc appel au roi de France, et donc plus particulièrement du coup au fils du roi de France, Louis, le prince Louis, qui est appelé par les barons anglais pour monter sur le trône d'Angleterre. Petite préparation, tranquille. Il va débarquer en Angleterre d'ailleurs depuis Guillaume le Conquérant. C'est le premier débarquement armé et c'est pour ainsi dire, le dernier qui va y avoir en Angleterre. Il n'y en aura plus jamais d'autres. Et une expédition qui marche très bien jusqu'à la mort en 1216 de Jean sans Terre, mort inopinée qui fait que l'Angleterre ne passe pas sous la double couronne franco-anglaise. Et donc les barons forcément qui préférant un jeune roi de 9 ans, un jeune homme de 9 ans, à un adulte, un roi, un adulte, un guerrier déjà bien expérimenté, et ils finissent par débouter le prince Louis d'Angleterre. Un échec finalement, mais c'était un magnifique exploit déjà. Et donc ça c'est l'expérience déjà de départ du futur Louis VIII, qui donc succède à son père en 1223, et en 1223 donc il est âgé donc de 36 ans déjà. Donc clairement oui, il est non seulement expérimenté, mais en plus il y a de l'âge déjà. Et malheureusement il va pas régner longtemps, que 3 ans. Mais pendant ces 3 années, il va quand même il va faire pas mal de choses. Est-ce qu'il va déjà prendre à l'Angleterre tout le Poitou, notamment, principalement le Poitou, donc entre autres il va s'emparer de Niort et de La Rochelle. Et également par la suite, à la même époque aussi, c'est les guerres contre les Albigeois, les Cathares, et donc la fameuse croisade des Albigeois, donc dans le sud de la France, dans le pays toulousain,
le Languedoc, etc. Avec tout cet imaginaire qu'on peut avoir sur les Cathares, mais aussi tous les vestiges, les châteaux forts au sommet de promontoires rocheux qu'on peut visiter dans l'Aude, l'Ariège, si je ne me trompe pas, et un peu une partie aussi de Pyrénées orientales. Voilà, excusez-moi. Donc des magnifiques forteresses. Donc il reste de très beaux vestiges. Et donc à l'appel de l'église, je ne sais plus si c'est le pape, bref, qui appelle à la croisade, mais Louis VIII répond à cet appel. Et en plus ça donne il y a un très bon intérêt, parce que bon, c'est très intéressant, parce que ça peut lui permettre de conquérir, soumettre les territoires directement sous son pouvoir, sous son joug aussi un petit peu, on va dire, mais bon, sous son pouvoir, soumettre les territoires, donc le Languedoc principalement, mais aussi un peu le Toulousain. Et donc c'est ce qu'il va faire, il va réunir une grosse armée, et donc il va s'emparer d'Avignon et faire très grosse impression du coup aux habitants de la région, aux grandes villes de la région qui vont se soumettre, Carcassonne, Castres, Albi, etc., qui vont se soumettre au roi de France. Et malheureusement, avec l'arrivée de l'hiver déjà d'une part, mais aussi avec le début des maladies et puis des défections également, dont celle du comte de Champagne, et bien tout ça, ça oblige Louis VIII à se replier et à rentrer chez lui. Et malheureusement, et ben, sur le chemin du retour, il est atteint de dysenterie. Et son retour, ben, il passe par l'Auvergne et par ici, au château de Montpensier. Et c'est ici qu'il va décéder justement. C'est dans ce château du comte Guichard, si je ne me trompe pas, qui va décéder ici. Et donc il y a son cœur et ses entrailles, il me semble, donc qui vont être emportés dans une abbaye à Clermont-Ferrand, qui n'existe plus malheureusement, l'abbaye Saint-André de Clermont-Ferrand, qui n'existe plus malheureusement, donc je me suis renseigné. Et son corps, comme ça s'est fait, comme c'est l'habitude, justement, a été finalement ramené, sûrement un truc bouilli, machin, un truc pour être conservé pour le voyage, parce que c'était pas non plus un petit voyage, parce que aujourd'hui ça on peut faire la route dans la journée sans problème, mais à l'époque il fallait plusieurs jours, voire 1 ou 2 semaines pour faire la route, et donc pour conserver le corps et les restes, et voilà, on faisait ce qu'il fallait, donc on devait bouillir le machin, le corps, et donc il a été inhumé à l'abbaye de Saint-Denis, comme la plupart des rois de France avant lui, mais surtout après lui. Voilà, il reste malheureusement juste une plaque pour indiquer son emplacement à l'abbaye de Saint-Denis, et malheureusement son cœur, on pourra plus le retrouver. Il a sûrement été perdu à la Révolution, et voilà. Mais voilà pour la petite histoire, petite page d'histoire, voilà. C'est exactement ce que je voulais faire. C'est long, mais au moins voilà, je voulais profiter un petit peu, si je peux. Non, je vais pas pouvoir vous faire profiter de la vue encore une fois. Bref, voilà, cette magnifique vue. À noter que quand même ce petit promontoire, je vous cache pas qu'on le voit quand même de loin. C'est pas pour rien qu'il y a eu un château qui s'est construit ici. Alors après, je vous dirai pas pourquoi, je sais pas, parce que est-ce que c'était un ancien puits comme c'est là dans la région, un ancien volcan,
ou est-ce que c'est voilà, un promontoire naturellement formé qui donne un emplacement idéal, naturel. À mon avis, c'est peut-être davantage clairement quelque chose de naturel, parce que promontoire comme cela, on pouvait élever des mottes castrales au 9e, 10e siècle, surtout au 10e, 11e. Mais là, quand même, c'est haut quand même. Donc, vu le village, après, comment il est situé en contrebas, voilà quoi. J'imagine que ça va être vraiment un promontoire naturel qui a pu être mis à profit justement pour construire une motte castrale, puis ensuite le château fort, et très certainement, j'imagine en tout cas, un magnifique château, un magnifique lieu qui devait présenter, avoir une belle allure à mon avis, parce que pour avoir été rasé, détruit sous prétexte de représenter potentiellement une menace, voilà, ça devait être quand même un bel édifice. Et voilà, je vous laisse pour aujourd'hui cette page d'histoire. Ma journée ne se termine pas encore, elle se termine pas là, mais voilà, pour ce qui est de la page d'histoire, elle se termine là. Allez, bonne journée et à la prochaine, au prochain numéro. Au revoir.